Le musée de la guerre de la résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise à Beijing que je viens de visiter est particulièrement intéressante pour moi. Pourquoi? Parce que cette période qui va du 18 septembre 1931 au 7 juillet 1937, qui est le début, la continuation de l'invasion japonaise en Chine, est une période peu connue ou pas connue en Europe et singulièrement en France, peu connue, donc pas racontée. En visitant ce musée, j'ai vu à la fois beaucoup d'archives, beaucoup d'objets, beaucoup de photographies qui sont singulièrement des objets et des photographies précieux et précieuses pour moi, parce que ça permet de documenter une période qui n'est pas expliquée en Europe. En Europe, on considère que la Seconde Guerre mondiale débute en 1939. Mais il faut bien comprendre que cette Seconde Guerre mondiale, qui est une guerre mondiale, comme son nom l'indique, ne commence pas finalement en 1939 en Europe. Finalement, elle a déjà commencé. Entre le 18 septembre 1931, avec l'invasion du nord-est de la Chine, et le 7 juillet 1937, avec ce qu'on appelle l'incident de Marco Polo, cette période de 31 à 37 est très riche en événements. Et à un moment donné, le peuple chinois comprend qu'il doit rentrer dans un esprit de résistance et dans une logique de résistance, et pas uniquement dans un esprit, mais dans l'action de la résistance. Et c'est ce que montre singulièrement ce musée, avec nombre de photos, nombre d'archives et nombre d'objets. Le rôle de la Chine sur le front oriental est essentiel. Essentiel d'une part par rapport à la guerre qui se déroule sur l'espace asiatique, et aussi il faut comprendre que la capacité de la Chine à résister face à l'Axe, face au Japon, permet finalement de rééquilibrer la guerre mondiale. Et parce que cette résistance chinoise qui se structure, qui s'organise, permet finalement de contrer la montée en puissance de l'armée japonaise. La Chine est incontestablement un front majeur de résistance. La Chine est incontestablement un front majeur dans la guerre. Ce n'était pas une résistance uniquement militaire, bien sûr qu'il y a une résistance militaire, mais c'est un peuple qui se mobilise contre l'invasion. Donc il y a toutes des histoires singulières à raconter. Et je pense qu'aujourd'hui, 80 ans après, nous pouvons aller revisiter cette période et mettre en valeur la résistance dans sa diversité, la résistance d'un peuple qui dépasse la simple résistance militaire. La Chine fait le choix de la résistance. La Chine fait aussi le choix de la guerre prolongée. En faisant le choix de la guerre prolongée, elle a vocation à affaiblir les forces d'occupation. Ainsi, en affaiblissant les forces d'occupation, en prolongeant l'effort de guerre, elle va considérablement participer à l'effort de victoire. Mao Tse-tung a théorisé là-dessus. Il a même écrit sur le concept de guerre prolongée. Mais c'est un choix extrêmement audacieux et difficile à prendre. C'est qu'en décidant de faire le choix de la guerre prolongée, c'est-à-dire pour affaiblir durablement les forces d'occupation, on accepte parallèlement le risque d'avoir un nombre de victimes élevé dans son propre camp. C'est pour ça que c'est un choix difficile et c'est un choix audacieux qui a permis la victoire. La Chine comprend assez vite qu'on peut perdre une bataille, mais qu'on peut gagner la guerre. J'ai paraphrasé le général de Gaulle. La principale leçon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'émergence d'un nouvel ordre international et l'affirmation à la fois du droit international et l'affirmation de ce qu'on appelle le multilatéralisme. Voilà les grandes leçons de cette guerre, de cette Seconde Guerre mondiale. Cette Seconde Guerre mondiale change profondément l'état du monde. Je pense qu'aujourd'hui, les principaux pays, notamment membres du Conseil de sécurité, doivent tout faire pour éviter des guerres, parce qu'il y a des nouvelles guerres qui apparaissent. Eh bien, les pays doivent se mobiliser pour faire respecter le droit international, pour faire respecter les conventions internationales, pour éviter, en effet, des nouvelles guerres et que les nations rentrent à nouveau dans les guerres. Oui, aujourd'hui, on vit un moment singulier, on vit un moment peut-être grave. Le concept de communauté de destin pour l'humanité est un concept incontestablement intéressant.
il faut en effet veiller à ce que les équilibres entre les nations soient préservés et que le respect entre les nations soit mieux défini et que l'ordre international qui doit régir l'ordre entre les pays puisse être respecté. Il faut rappeler le concept de communauté de destin partagé. Et pour cela, pour défendre ce concept-là, eh bien qu'il y a une seule voie, c'est la voie du droit international et de la communauté internationale et le respect du multilatéralisme.